Bonjour, je me présente, je m'appelle Valérie Allard, je suis la responsable de la médiation scolaire au Musée national des beaux-arts du Québec. J'y travaille depuis plus de 11 ans. J'occupe différents postes, toujours à la médiation, mais j'occupe la médiation scolaire comme responsable depuis maintenant 5 ans. Mon travail principalement est de rendre les œuvres, les expositions accessibles au public scolaire, aux élèves de la maternelle jusqu'à la 5e secondaire. Travailler principalement autour de scénarios de visite, donner des formations à l'équipe de guides animateurs autour des expositions, de concevoir des ateliers en lien avec ce que les élèves ont vu dans les salles d'exposition, que ce soit à partir d'une démarche d'un artiste, d'un thème ou d'une technique. Tout ce qui est numérique, en fait, est arrivé principalement à partir du plan culturel numérique, le PCNQ, comme on l'appelle. Donc, c'est le ministère de la Culture qui subventionne différentes mesures là, pour amener le numérique dans le monde culturel. Alors, à partir de 2014, on a pu déployer nos efforts à travers différentes activités, tout en maintenant, dans le fond, l'idée de poursuivre la mission du musée, qui est principalement de faire rayonner la collection nationale. Nos activités, en fait, différentes initiatives ont aussi été déployées en salle d'exposition. Avant de parler de ce qui a été fait sur Internet. Donc, dans les salles d'exposition, bien, il y a notamment le Média Guide qui a été mis en place. Alors, on a transformé l'audio guide, qui était un outil d'accompagnement dans les salles d'exposition pour les visiteurs, qui avait une narration, dans le fond, de l'information qui était narrée à travers un appareil auditif. Et puis le Média Guide, en fait, s'est traduit à partir d'un outil visuel. Dans le fond, on a ajouté le visuel à l'audio. Alors, c'est un outil qui est disponible à partir du téléphone intelligent ou d'une tablette numérique et qui accompagne le visiteur dans sa visite au musée, donc en salle. À partir des œuvres, l'information est donnée toujours de façon auditive, mais il y a des compléments qui sont ajoutés sur la tablette ou sur le téléphone, que ce soit pour ajouter de l'information autour d'un artiste, de faire des comparatifs avec d'autres œuvres, de mettre en contexte historique. Donc, c'est des supports visuels, mais qui sont toujours là dans l'idée d'informer le visiteur. En salle, on a essayé différents dispositifs. Il y a entre autres, pour certains qui ont visité l'exposition Michel Riopel, Couple dans la démesure, il y avait un dispositif 3D interactif, une espèce de grand écran de verre sur lequel on pouvait permettre aux gens de reproduire le geste créatif des deux artistes à l'aide d'un couteau, d'un pinceau ou d'une spatule. Alors, le visiteur disposait d'une tablette de 10 couleurs qu'il pouvait utiliser et recréer le geste en peignant une œuvre qui était projetée sur un mur et qu'on pouvait aussi partager par la suite sur Facebook ou se l'envoyer par courriel. Donc, dans un contexte d'exposition, c'est intéressant de mettre le visiteur en mouvement, en action, hein, pour l'engager dans sa compréhension de la démarche artistique des artistes expressionnistes. Donc, d'aller jouer avec le geste, c'était quelque chose qui ajoutait à la compréhension, qui était aussi à la fois ludique. Le numérique, en fait, ce qui nous a aussi permis, avec le PCNQ, c'est de mettre en ligne la collection. La collection du musée, hein, c'est une collection nationale d'art québécois. Et puis, la collection comporte plus de 40 000 œuvres d'art actuellement. Et il y a eu un grand chantier de numérisation de la collection qui a débuté, qui est encore en cours, mais qui est presque achevé. En ce moment, on a autour de 30 000 œuvres qui sont diffusées avec images sur le site de la collection du musée. Donc, la numérisation a fait en sorte qu'on a pu ouvrir un nouveau site. En fait, le site, c'est un micro-site de la collection. Donc, c'est un site, vous pourrez voir des images en allant sur le site du musée, sur le site des collections. Il y a
des recherches qui sont possibles de faire à partir d'un nom d'artiste, du titre d'une œuvre, mais par courant, par couleur, par thématique. Alors, c'est vraiment intéressant et ça fait en sorte qu'on puisse favoriser la découvrabilité de cette collection-là qui est nationale, donc qui appartient à l'ensemble des Québécois. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, alors avec beaucoup d'informations, des liens d'intérêt qui sont accompagnés de ces œuvres-là également. On a aussi développé différentes web-séries, peut-être que vous en avez déjà vu. Je pense par exemple à la web-série Un artiste, une œuvre, dans laquelle on retrouve différents artistes qui nous parlent de leur création, du contexte de l'histoire. Alors, c'est toujours intéressant quand c'est possible, évidemment, là, de pouvoir entendre parler les créateurs et de leurs démarches, de leurs rêves, de leurs idées, de leurs défis. Puis, donc, ça fait en sorte qu'on puisse, encore une fois, mieux connaître nos artistes québécois et puis de les faire connaître par le plus de gens possible d'une façon différente. Alors là, on est plus dans un contexte d'exposition, mais on est dans un contexte de diffusion. Des visites virtuelles, hein, récemment, on a mis en ligne, en fait, c'est possible de visiter 4 des salles d'exposition qui se retrouvent dans le pavillon Gérard Morissette, donc de 350 ans de pratique artistique au Québec. Alors, c'est des modélisations 3D, hein, alors on peut visiter en cliquant, en parcourant dans le fond à travers cette modélisation-là. Et puis, ça permet de vivre une expérience muséale hors les murs. Alors, c'est sûr qu'en confinement, pendant une période de fermeture, en ce moment, pendant la pandémie, c'est toujours agréable de pouvoir visiter des musées, même à travers le monde. Alors, c'est possible de visiter quelques salles du Musée national des beaux-arts du Québec. Et ça fait en sorte qu'on puisse découvrir des œuvres dans leur contexte d'exposition, non pas seulement sur le site des collections, alors avec une image, mais bien dans un environnement. Toujours dans cette chaîne de possibilités de découvrabilité, on a mis en ligne au mois d'août 2020 la plateforme pédagogique L'art dans ma classe. Alors, c'est un chantier qui est entamé depuis quelques années, en fait, dans une grande réflexion pour outiller les enseignants, en fait, dans leur rôle de passeurs culturels et de faire entrer les œuvres d'art dans les classes du Québec. Alors, depuis nombre d'années, évidemment, il y a des visites scolaires au musée. Alors, les écoles, les classes viennent faire différents programmes au musée depuis longtemps. Mais il y a différents obstacles à ces visites-là, évidemment, alors que ce soit pour les horaires au secondaire qui sont plus difficiles à concilier lors d'une sortie, l'éloignement, bon, il y a différentes raisons qui font en sorte que des classes des écoles ne viennent pas nécessairement au musée à chaque année. Mais n'empêche qu'on croit fermement que les œuvres d'art peuvent servir dans un contexte pédagogique, non pas seulement en art plastique, mais vraiment on peut enseigner à partir de différents objets du patrimoine. De faire en sorte que ces œuvres-là puissent faire partie du quotidien même des enseignants, que ce soit pour faire une petite capsule culturelle entre deux projets ou dans un cadre plus complet. Alors, la conception de la plateforme a été faite de concert avec le milieu d'éducation. Différents enseignants ont été mis à profit, des spécialistes en enseignement des arts plastiques, des conseillers pédagogiques. Tout ce beau monde-là autour de cette même idée qui était de faire entrer les œuvres d'art, mais dans une granulation de contenu, c'est-à-dire qu'on voulait simplement ajouter des possibilités de travail, en fait, donner des pistes de projets à partir des différentes œuvres, ce qui fait que la plateforme est construite. Donc, le noyau est toujours une œuvre d'art et on offre différentes possibilités d'activités, que ce soit une activité de création, de discussion, des appréciés, des exposés oraux. Et il y a toujours également des ressources qui sont complémentaires, qui sont suggérées, ce qui fait qu'un enseignant peut travailler un projet très complet en prenant chacune de ces ressources associées à l'œuvre ou simplement partir d'une idée et de l'intégrer dans sa planification, donc dans
une SAE qui existe déjà. Alors, c'est très versatile, il n'y a pas de compte à ouvrir, c'est gratuit. Alors, on la voulait, cette plateforme facile d'utilisation pour qu'elle prenne rapidement vie concrètement dans le quotidien des enseignants. Alors, cette plateforme existe, elle sera bonifiée chaque mois avec de nouvelles œuvres, de nouvelles activités. Et on en a aussi profité pour faire une nouvelle saison de la série Une œuvre expliquée. Alors, il y a 12 nouveaux épisodes de cette web-série où on a mis des élèves du primaire et du secondaire devant une œuvre avec un professionnel du musée, que ce soit un conservateur ou un guide animateur, pour discuter, avoir une discussion simple autour de l'œuvre qui est présentée. Alors, on retrouve évidemment cette web-série à partir de Vimeo ou de YouTube, mais également sur la plateforme L'Art dans ma classe. C'est un des pièges à éviter dans ces outils numériques, souvent qui peuvent... C'est des pièges, il ne faut pas voler la vedette aux œuvres, hein, mais c'est bien de les mettre en valeur. Alors, l'idée, c'est de toujours garder le plus longtemps possible le regard sur les œuvres et non pas sur l'écran. Donc, lorsque il y a un commentaire qui est dit « Regardez maintenant votre écran », donc ça dit à quel moment regarder l'écran pour pas que le visiteur soit constamment absorbé par son écran. L'idée, c'est d'accompagner le regard. Donc, il faut garder ça en tête en développant ces outils. Le contexte de la pandémie, évidemment, nous a poussé à adapter. C'est sûr qu'il y a une part d'adaptation des contenus déjà existants. Alors, il y a par exemple, des conférences qui ont été présentées en ligne plutôt qu'en présentiel, des ateliers de création aussi qui ont été montés pour la famille. Les réseaux sociaux ont pris une grande place aussi dans le quotidien de plusieurs personnes, donc en mettant des contenus différents chaque jour sur différentes plateformes de réseaux sociaux. Ce contexte-là nous donne l'opportunité d'innover, alors d'essayer des nouvelles choses, d'essayer de travailler autrement, comme plein de gens, comme les enseignants évidemment. En ce moment, on travaille sur des programmes virtuels, des programmes scolaires virtuels. Alors, c'est un projet pilote. L'idée, c'est d'imaginer un programme scolaire donc, qui n'est pas en contexte de visite, d'exposition, mais en classe, à travers le TBI, où est-ce qu'un guide animateur vient discuter de différentes thématiques d'œuvres d'art en classe. Ça nous amène différents défis, évidemment, là, le contexte à distance, qui fait en sorte qu'il faut imaginer le parcours autrement. Alors là, ce n'est pas un parcours physique, instinctif, organique qui est mis en branle avec des œuvres qui sont exposées, mais là, c'est une vision différente de partir d'une idée, d'un concept, d'une thématique. Et puis là, ben, c'est de travailler autour des œuvres qui ne sont pas nécessairement exposées dans les salles. Alors, ça amène une grande possibilité. Et il faut garder en tête aussi le rôle du guide animateur à travers cette expérience-là, qui sera complètement différente. Donc, le guide qui est habitué de faire découvrir les œuvres dans leur contexte d'exposition, dans le musée, son travail est complètement différent à ce moment-là. Il vient travailler derrière son écran, comme les enseignants quand vous travaillez à distance. Et c'est d'essayer de faire découvrir des œuvres d'art, mais c'est complètement différent puisque normalement, on a les originaux et c'est la beauté de venir au musée, hein, c'est d'être en contact avec les œuvres originales, alors de bien saisir l'ampleur, la texture, les contrastes en réel. Alors là, ce travail-là doit se faire autrement puisque ce sont des reproductions qui sont projetées sur un écran. Un souhait pour le musée du futur, c'est difficile à imaginer, c'est difficile à voir. C'est sûr que le numérique prend beaucoup de place. Ce qui est très positif, en fait, moi, je pense que la technologie, le numérique, ce que ça amène dans le concret, dans la vie au musée, en fait, et en lien avec les enseignants, c'est que le rôle du penseur culturel, je souhaite qu'il soit encore plus facile à travers ces différentes initiatives-là, des musées, de différents milieux culturels. Les technologies numériques propulsent la découvrabilité du patrimoine culturel
puis appuie davantage justement le rôle de passeur culturel de l'enseignant. Je pense que les technologies ne remplaceront jamais un concert symphonique ou une pièce de théâtre dans une salle de spectacle ou une visite au musée, comme on disait tout à l'heure, avec le contact direct avec les œuvres originales. Mais au moins, ce contact-là se fait autrement, puis les technologies peuvent nourrir la curiosité au quotidien. Alors, ce qui fait que si quotidiennement l'enseignant peut projeter, faire découvrir des œuvres, que ce soit des œuvres d'art ou des objets du patrimoine, ça va transformer des habitudes de consommation culturelle dès un jeune âge. Puis je pense que c'est un atout pour la société. En fait, ça devient plus facile de pouvoir travailler avec des œuvres différentes sans nécessairement sortir, sans nécessairement avoir à dépenser beaucoup d'argent non plus. Alors, les ressources à l'école sont souvent limitées. Alors, évidemment, c'est ce qui est le rôle du passeur culturel, hein, c'est de créer des êtres curieux, de créer des êtres sensibles, dotés d'un esprit critique. Alors, je souhaite que le numérique serve à ça. Je souhaite que le numérique fasse entrer l'art dans les classes à l'infini.